Trust Africa, c'est une association donc, étudiante à but non lucratif. Et notre but, c'est vraiment de parler du continent africain sous toutes ses formes. Et on veut parler du continent africain qu'on ne voit pas à la télé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, c'est plutôt de façon péjorative. Et, et en fait, on voudrait vraiment on voudrait montrer une autre Afrique, l'Afrique qui se développe, ou même aussi parler des points forts ou des points faibles, mais en tout cas parler d'une autre manière de l'Afrique. Et on fait des tables rondes, des conférences. On a eu monsieur Éric Bazin pour notre première conférence. Donc là, aujourd'hui, ça sera une table ronde de 4 heures. Après, on fait aussi des sorties culturelles. Et le but, vraiment, c'est de vous faire découvrir l'Afrique et aussi d'apprendre avec vous, parce qu'on a aussi plein de choses à apprendre. Donc, je ne vais pas trop tarder, parce qu'on va commencer. Et on va laisser place donc aux IDE. Et bienvenue à l'ILERI. Je vais vous parler déjà des IDE. Pour commencer, je vais vous faire une petite définition. Les investissements directs à l'étranger sont le moyen d'internationaliser les firmes. Ils consistent en des achats de titres d'entreprise par des agents non résidents afin d'obtenir un intérêt durable et la capacité d'exercer une influence dans la gestion de la société. Donc le FMI a donné une définition et qui connaît 4 formes. La première est la création d'une entreprise ou d'un établissement à l'étranger. La seconde, l'acquisition d'au moins 10% du capital social d'une entreprise étrangère déjà existante afin d'obtenir un pouvoir de décision dans la gestion de cette dernière et pouvant entraîner une fusion. Il y a aussi le réinvestissement de ces bénéfices par une filiale située à l'étranger. Et enfin, les opérations entre la maison mère d'une firme transnationale et ses filiales, par exemple souscription à une augmentation de capital, prêt et avance de fonds. La création par Total d'une filiale au Sénégal avec un partenaire sénégalais est un idée pour Total, donc ce qui se traduit par une sortie des capitaux de France et une entrée des capitaux au Sénégal. Les IDE ont 2 motivations principales. Donc pour l'investisseur, la motivation est la réduction des coûts, avec une exploitation des ressources naturelles qui est trop coûteuse et par exemple la transportation, l'utilisation d'une moindre œuvre moins onéreuse. Il y a aussi la conquête des nouveaux marchés difficiles à pénétrer par la seule voie d'exportation. Pour les pays d'accueil, les IDE représentent une création d'emplois et l'augmentation de capital financier et aussi le développement global de la zone d'accueil. Alors pour traiter ce sujet, notre problématique sera dans quelle mesure les IDE contribuent-ils au développement africain et comment peuvent-ils encore être plus performants. Nous verrons dans un premier temps une présentation globale sur les IDE en Afrique depuis 2000. Nous aborderons ensuite les éléments des IDE. Et enfin, nous verrons les perspectives d'avenir des IDE en Afrique. Je vais laisser la place à monsieur Nicolas pour la présentation. Donc merci beaucoup, bonjour. Alors pour commencer, donc, je vais commencer avec un topo en fait, une vue d'ensemble des IDE en Afrique depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Alors pour commencer, donc, en 2000, les entrées d'IDE en Afrique atteignent 8,2 milliards de dollars. C'est à peu près la même somme qu'en Finlande, la même année. Ça représente 0,6% des flux mondiaux, ce qui est négligeable. Mais je vous rassure, depuis 15 ans, la situation a beaucoup évolué sur le continent. On voit une vraie augmentation donc, des IDE en Afrique, que ce soit par rapport au flux comparé au monde, ou bien par rapport à la somme, donc à la masse de capitaux investis. Ces 3 dernières années, donc, comme on le voit, c'est à peu près stable. 52 milliards investis en 2013, 58 en 2014, 54 en 2015.
ce qui représente 3,7% en 2013, 4,6% en 2014 et 3,1% en 2015 de flux comparé donc, aux flux mondiaux, ce qui reste quand même faible, mais on remarque qu'il y a quand même une augmentation. On remarque une baisse donc, en 2015, alors que les flux mondiaux ont augmenté dans cette période. C'est une baisse donc, de 7%, donc on est passé à 54 milliards de dollars. Ceci en fait est dû donc, par rapport aux régions en Afrique. Ceci est dû donc, à une baisse en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Ouest, une baisse de 18%, en Afrique centrale de 36% et en Afrique de l'Est de 2%. Ce sont des pays comme le Nigeria, le Congo, la RDC qui ont été le plus en difficulté. Mais on a quand même des cas particuliers comme le Kenya qui a atteint un record, un pic à 1,4 milliard de dollars. Ceci dû donc à la confiance des investisseurs et à un marché intérieur, donc à une classe moyenne qui est en plein essor. Mais quand même, pour rester optimiste, ces baisses ont été contrebalancées par certaines régions d'Afrique, comme l'Afrique du Nord, qui a augmenté donc, ses flux de 9%, passant à 2,6 milliards de dollars, notamment grâce à l'Égypte, ou encore en Afrique australe, avec l'Angola qui a connu donc un vrai essor, avec 8,7 milliards de dollars donc en Angola et 17,9 dans la région, par un prêt intragroupe en fait, dans le pays. Néanmoins, l'Afrique du Sud a connu une baisse de ses IDE, la valeur la plus basse depuis 10 ans, atteignant 1,8 milliard de dollars. Tout ceci en 2015. On remarque cependant qu'en 2016, les IDE ont renoué avec la croissance, atteignant entre 55 et 60 milliards de dollars. On le voit par des projets de création mis en place début 2016, notamment au Mozambique, en Afrique du Nord ou en Éthiopie. Au Kenya et en Tanzanie aussi. Ces pays ont ouvert en fait leur capital le capital de leur société coté en bourse aux investisseurs étrangers. Cette baisse des IDE est en partie due à la forte dépendance des économies africaines à l'extraction des ressources naturelles. On le sait, aujourd'hui en Afrique, les investisseurs investissent surtout dans le secteur donc, pétrolier, dans l'agroalimentaire. Ces dernières années, donc entre 2014 et 2015, il y a eu une vraie... Enfin, 2014-2015, fin 2014, début 2015, il y a une vraie baisse du baril de pétrole qui a atteint 50,5 euros le baril, ce qui est le plus bas prix du baril de pétrole depuis 2009. C'est aussi dû à l'instabilité dans la région qui connaît des instabilités notamment à cause des élections présidentielles, donc des élections présidentielles qui ne sont jamais qui se passent jamais dans la joie, la bonne humeur et de manière simple, et aussi à cause d'instabilité notamment du terrorisme. Donc d'autres secteurs d'activité. Excusez-moi. Donc toujours les ressources naturelles, ok. Et beaucoup dans les industries et les services. Les services ont connu une progression importante répondant à la demande de la nouvelle classe moyenne africaine. La finance a été boostée donc, par de gros investissements chinois, 80% des investissements chinois en Afrique. Et pour terminer, les nouvelles technologies et la télécommunication, qui reste un des principaux pôles d'attraction des investissements en Afrique. Les gros opérateurs tels que le sud-africain MTN, l'égyptien Orascom ou encore le français Orange restent des valeurs sûres sur le continent. Des investissements sud-sud aussi se font, donc, par la Chine toujours, notamment par l'équipementier de Huawei ou ZTE. Ces investisseurs, ils sont traditionnels, la France, les États-Unis, mais ces Français, ces Américains, les Occidentaux en général, leur influence diminue. Leurs investissements ont diminué de 20% ces dernières années. Néanmoins, le groupe italien Eni, donc le groupe en matière qui est basé dans le secteur des hydrocarbures, a investi une somme de 20 milliards d'euros en Afrique. Son directeur général Descasi l'a annoncé ces dernières semaines autour d'une table ronde organisée à Paris. Il existe quand même de nouveaux investisseurs, donc les pays émergents, donc les pays, comme on dit, d'investissement sud-sud, par exemple la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, les Émirats Arabes Unis
à travers la Banque d'investissement islamique, ou encore le Brésil. Le Brésil se concentre surtout sur les pays lusophones, donc l'Angola, avec des investissements atteignant 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars, notamment dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie ou des infrastructures. La Chine, qui a investi 75 milliards de dollars dans le transport, l'énergie, les mines et l'immobilier. L'Inde, 16 milliards de dollars sur la grande distribution. Voilà. Il reste aussi de potentiels investisseurs, notamment en interne, avec des pays africains qui essayent quand même de se diriger vers le continent, notamment l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria et le Kenya. Mais ces investissements entre Africains, panafricains, sont encore peu et il faudrait les redynamiser. Donc là, je laisse la place donc, à Sakina qui va continuer donc, sur les enjeux, les avantages et les limites de ces idées. Alors, donc les IDE, ils apparaissent à partir des années 90. Ils apparaissent non seulement comme une source de financement, mais également comme un vecteur de développement en raison de leur impact potentiel sur les économies des pays d'accueil. Ils peuvent être à l'origine des transferts de technologies, d'effets d'apprentissage et d'imitation, d'effets de liaison avec les entreprises locales. Donc les IDE sont donc considérés par un grand nombre de pays africains comme étant la solution pour le développement du continent. La politique de libéralisation des flux capitaux se traduit donc par des codes d'investissement de plus en plus favorables, mettant ainsi le territoire en développement en concurrence les uns par rapport aux autres. Les politiques d'ouverture aux IDE ont permis aux pays africains de capter une partie de ces flux. Dans la liste des pays, comme Nicolas a pu le dire, des pays qui investissent sur le continent africain, on retrouve la Chine et la France. Donc il est possible de voir un historique intéressant dans le rôle des IDE chinois dans le développement du continent africain. Les principaux secteurs investis par les Chinois sont la construction, les transports, l'éducation et la santé. L'assistance chinoise est principalement composée d'IDE plus que d'aides à sens usuel, donc dons ou bien prêts à taux avantageux. Les Chinois font des investissements ou des prêts non conditionnés que par un seul critère. Le pays receveur doit adopter l'idée de la Chine unique, c'est-à-dire nier l'indépendance de Taïwan, île que la Chine revendique. Les pays africains dans lesquels la Chine a plus souvent investi sur la période de 2000 à 2013 sont le Ghana, le Nigeria et le Soudan, pour respectivement 11, 8 et 5 milliards de dollars. Les investissements chinois connaissent parfois des préjugés. En Occident, où la Chine est perçue comme une puissance concurrente, deux types d'arguments critiquent les investissements chinois en Afrique. L'Empire du Milieu pratiquerait une forme de néocolonialisme en vampirisant les ressources premières du continent africain. Ces investissements non conditionnés à la bonne pratique du pouvoir dans les pays receveurs mineraient les efforts de l'Occident en faveur d'une bonne gouvernance et du combat contre la corruption. Comme les pays coloniaux auparavant, la Chine importe les ressources naturelles de l'Afrique, donc le pétrole, les produits alimentaires, les minerais, et exporte ses produits manufacturés. Malgré leur indépendance et les transformations de la mondialisation, les pays africains pourraient donc être encore une fois perdants au jeu du commerce mondialisé, sauf s'ils arrivent à profiter de leur situation a priori défavorable. Ensuite, la Chine se servirait des pays africains pour exporter une main-d'œuvre trop nombreuse et éviter d'embaucher les locaux dans leurs projets et ne distribuerait donc pas de richesse de produits. Les compagnies chinoises embauchent au poste de responsabilité peu de locaux et c'est surtout selon les autorités chinoises en raison d'un manque de formation. Donc il n'y a pas de transfert de données entre les entreprises chinoises et les Africains. Pourtant, ce préjugé est relativement ancré, porte l'accaparement des ressources agricoles de l'Afrique par la Chine.
Donc cette spoliation des ressources agraires paraît d'autant plus injuste et inhumaine qu'on ne connaît souvent de l'Afrique que des images de famine. Donc les études jointes de l'AFD, Agence française de développement, et de CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, confirment cependant que les investissements chinois dans le secteur sont surtout destinés au marché local et non au marché chinois. La France, comme je l'ai dit au début, est également très présente en Afrique. On estime la présence française en Afrique à peu près 1000 établissements et 80 000 collaborateurs sur place, avec un chiffre d'affaires d'à peu près 40 milliards d'euros. L'entreprise Bolloré est l'une des entreprises les plus présentes en Afrique, avec l'acquisition d'au moins 14 ports. La société financière des caoutchoucs, Sofsin, est une entreprise de plantation de palmiers à huile et d'EVAS, présente depuis plus d'un siècle en Afrique et compte parmi les plus importants planteurs sur le continent. Au premier rang des actionnaires, on retrouve, les actionnaires de la Sofsin, on retrouve Vincent Bolloré et l'homme d'affaires belge Hubert Fabry. Le Sofsin affiche des projets d'expansion de ses plantations dans une dizaine des pays majoritairement africains, menaçant des forêts pourtant indispensables à la préservation des équilibres climatiques, à la sauvegarde de la biodiversité ainsi qu'au maintien des conditions de vie des populations locales. Par exemple, en République démocratique du Congo ou à Sao Tomé et Principe, les concessions de la société Sofsin incluent des forêts primaires, mais aussi des forêts secondaires et ou en régénération qui stockent d'importantes quantités de carbone. Ces concessions jouxtent parfois des écosystèmes uniques comme à Sao Tomé, où les plantations de la Sofsin sont situées en bordure d'un parc naturel national abritant une biodiversité remarquable. De surcroît, la société Sofsin est impliquée dans de nombreux conflits avec les communautés riveraines, donc ce qui remettrait en doute ses activités. Pour la suite de notre développement, je vais laisser la place à Nicolas pour tout ce qui est les perspectives des idées. Merci Akinat. On a pu voir les enjeux de ces IDE, les dérives qui sont faites et les difficultés de l'Afrique. On s'est posé la question, comment faire pour attirer plus d'IDE et diversifier les financements, car la problématique c'est attirer plus d'IDE, c'est tout à fait normal, plus de capitaux, plus de richesses, mais aussi diversifier les financements afin de faire jouer la concurrence, premièrement, et afin de pouvoir diversifier les secteurs et ne pas rester seulement sur les ressources naturelles. Donc, première idée, voilà. Tout d'abord, la chose la plus importante, un niveau élevé d'éducation et de capital humain. Lorsqu'on sait que l'Afrique connaît un taux d'alphabétisation des adultes inférieur à 50%, inférieur à 50%, on se dit que ce continent connaît un vrai retard sur ce terrain-là. Sachant que le capital humain d'un individu est évalué grâce à ses compétences, expériences et savoir-faire, il est plus qu'important que l'Afrique stimule sa croissance endogène pour réduire le chômage qui frôle des niveaux très élevés sur le continent. Deuxième nécessité, une stabilité politique et économique. L'instabilité politique est l'une des raisons principales qui entraîne la fuite des capitaux étrangers. On a pu remarquer en RDC ou au Nigeria. En Nigeria à cause de certains groupes terroristes, Boko Haram, ou en RDC à cause d'élections ou au Congo qui ont été floues, et au Gabon dernièrement. Une amélioration de l'environnement des affaires, et par cela, des réformes politiques dont l'Afrique doit s'inspirer pour attirer plus d'IDE. Premièrement, ouvrir l'économie sur l'international grâce à la libération du commerce, la promotion de l'export et le lancement de programmes de privatisation à l'égard des investisseurs étrangers. Deuxièmement, alléger les procédures de création d'entreprises, obtention de permis de travail et de prêts bancaires. Troisièmement, renforcer et moderniser les institutions juridiques, plus précisément le Code de l'investissement,
avec le vote de nouvelles lois en vue de protéger les investisseurs, régler les problèmes d'insolvabilité et l'exécution de contrats. Quatrièmement, adopter et appliquer les nouvelles réglementations internationales qui régissent ces IDE. Et pour terminer, utiliser des figures importantes du pays, y compris le président, pour promouvoir les investissements. Avec toutes les considérations et les analyses faites, on peut espérer voir l'Afrique attirer plus d'IDE que l'Amérique latine ou les Caraïbes, voire l'Asie. Dernièrement, les Américains ont élu M. Trump à leur tête. Le Brexit a été voté par les Anglais, ce qui laisse au monde une période d'instabilité. On ne sait pas où le monde va aujourd'hui. C'est une remise en cause de l'ordre mondial. On attend donc de par les Américains, avec l'élection chinoise bientôt l'année prochaine, de savoir quelles seront les nouvelles politiques des pays du Nord. On attend surtout un réveil des Africains et des pays sud-sud, enfin des investissements sud-sud, pour avoir un réel investissement, avoir de réels investissements dans le privé qui puissent porter l'Afrique, mais de manière solidaire et socialement responsable. Merci. Nous allons accueillir Monsieur Traoré afin de continuer cette thématique. Est-ce que je pourrais brancher? Oui, Mona, ton ordinateur. Non, mais c'est bon, je vais rester là comme ça. Oui. Donc, bonjour à tous, je vais juste attendre quelques minutes que l'ordinateur s'allume. Et en attendant, je tenais à... Vous m'entendez là? Oui. Donc je tenais à féliciter les deux intervenants. Je trouve que les présentations étaient claires, j'espère pour la plupart d'entre vous. Oui. Donc rapidement, je vais me présenter. J'ai prévu quelques slides effectivement pour alimenter un peu la discussion. Donc avant tout, je me présente, Jean-Louis Traoré, je suis président du cabinet Innogence Consulting et rédacteur en chef de la plateforme Innogence Plus. Parmi vous, il y a des gens qui connaissent Innogence? Pas beaucoup, ok, bah ça tombe bien, comme ça je pourrais vous présenter. Donc Innogence Consulting est un cabinet spécialisé en intelligence économique et en innovation. Je pense que je n'ai pas besoin de vous définir ce que c'est que l'innovation, mais peut-être que l'intelligence économique est un terme qui vous est un peu inconnu. En fait, il s'agit du fait qu'on accompagne nos clients et partenaires dans la surveillance, on va dire, de toute l'information qui circule dans leur environnement. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que toutes les entreprises, toutes les institutions sont soumises à une concurrence exacerbée. Il n'y a dans aucun secteur d'activité aujourd'hui une entreprise qui peut se targuer d'être leader et de continuer à être leader sans besoin d'anticiper, sans besoin d'innover à chaque fois. J'aime bien donner l'exemple qui nous parle à tous de l'iPhone, en fait, au début des années, donc on va dire 2006-2007, quand Apple lance son iPhone. Peut-être vous êtes un peu jeune, mais nous, on avait vraiment connu l'ère où Nokia
constructeurs finlandais étaient à la pointe de la technologie, à la pointe du secteur. On avait tous des Nokia 3310 et on était très contents de ça. Nokia, BlackBerry étaient des constructeurs leaders sur le secteur. Et en une fraction de seconde, quand Steve Jobs annonce le lancement du iPhone, ils ne le savent pas encore, mais c'est le début de la fin pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su anticiper, ils n'ont pas su innover. On parle d'Afrique aujourd'hui et sur le continent africain, j'aime bien aussi donner l'exemple dans le secteur financier. Les chiffres, c'est que 30% des Africains sont bancarisés, c'est-à-dire 30% des Africains possèdent des comptes bancaires. Et donc, en fait, pour 70% des Africains, il y avait les flux financiers se faisaient par, on va dire, soit de façon informelle, on échangeait en cash plutôt. Et les banques n'ont pas trouvé important, en fait, pour donc d'attirer les 70% de ces clients-là, parce que soit ils n'avaient pas assez de revenus, soit on considérait qu'on se concentrait sur les populations riches. Les opérateurs mobiles qui n'étaient pas du tout dans le secteur financier, là aussi ont flairé l'occasion. Ça a commencé au Kenya avec M-Pesa, donc dans les solutions de mobile money. Et mobile money, en fait, c'est juste que sur le continent africain, pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, on fait des transferts financiers juste par un simple SMS. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une grande révolution, surtout que la plupart des téléphones sont ce qu'on appelle les feature phones, donc les téléphones qui ne sont pas des smartphones, les téléphones ancienne génération. Et en lançant ça, en fait, les opérateurs ne le savaient pas encore, mais ils venaient de lancer une révolution. M-Pesa, c'est une filiale de Vodafone, de Safaricom qui appartient à Vodafone. Un an plus tard, Orange, qui flaire le succès, se lance en Côte d'Ivoire avec Orange Money, que vous connaissez peut-être. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, Orange Money en Afrique, c'est 1 milliard d'euros de transactions par mois. C'est pour vous dire un peu ce que ça représente. Et aujourd'hui, sur le secteur financier, donc en Afrique, les opérateurs mobiles sont encore plus en avance que les banques, en fait. Et comme ça, en fait, dans tous les secteurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent, les choses bougent. Et ce que nous, on accompagne, ce sur quoi nous, on se concentre, justement, c'est accompagner nos clients, les accompagner à surveiller leur environnement et à toujours anticiper dans l'avenir, à toujours anticiper les changements qui vont se passer dans leur secteur, des changements, en fait, qui, du jour au lendemain, comme je disais, peuvent faire passer un client de leader sur son secteur à fermeture et à dépôt de bilan parce qu'une petite start-up s'est lancée sur le même domaine et a révolutionné le tout. Donc, voilà les activités rapidement du cabinet d'urgence consulting. On accompagne les clients dans l'étude de marché, dans les prestations d'intelligence économique. Je vais aller plus vite. Ce qui est intéressant pour vous, peut-être c'est un portail de l'innovation africaine qu'on a mis en place, Innogence Plus, donc sur lequel on publie souvent des analyses, en fait, des analyses pour vous aider à mieux comprendre un peu les innovations qui se passent sur le continent africain, des innovations dans les domaines de la fintech, de la e-santé, du développement durable, etc. Vous faites une conférence sur l'Afrique aujourd'hui et je pense que vous êtes au courant qu'aujourd'hui sur Paris, tous les jours il y a des conférences sur l'Afrique parce que l'Afrique c'est l'avenir, l'Afrique c'est le continent sur lequel tout le monde se lance, c'est le continent qui intéresse beaucoup de gens et je suis content de voir la diversité du public parce que je pense que aussi jeunes pour certains, un peu moins jeunes pour d'autres, vous êtes tous conscients de l'intérêt en fait qu'il y a sur le continent africain et je vous en félicite. Et pour ceux qui ne sont pas encore allés voir sur le terrain, allez voir, les choses sont formidables sur le continent. Tous les pays ne sont pas au même stade d'avancée, mais c'est ça qui fait le charme du continent africain et c'est ça aussi qui représente le défi. Et aujourd'hui en Afrique, effectivement, tu avais dit, je ne connais pas ton prénom, tu as parlé du problème d'éducation, un problème très intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir l'innovation sur le continent, l'innovation parfois de personnes qui ne sont même pas allées à l'école, mais qui réussissent à régler des problèmes mécaniques, qui réussissent à régler des problèmes technologiques parce qu'ils ont une autre forme d'apprentissage. C'est vrai qu'on promeut l'éducation, c'est très important. Je pense que c'est la base aussi, comme tu l'as dit, du succès d'un continent, du succès de nos différents pays. Et voilà, donc les IDE, pour en revenir à notre thème de la journée quand même, vous avez fait des présentations, comme je le dis, très bien faites. Les IDE, donc investissement direct à l'étranger, donc il s'agit du fait qu'une entreprise, qu'une société va s'installer dans un pays étranger. Donc le FMI, comme tu l'avais dit, définit 4 formes d'IDE finalement, soit une création,
une création d'un établissement à l'étranger, le fait de réinvestir aussi ses bénéfices pour une filiale étrangère dans ce pays-là, des opérations de prêt, des opérations d'avance de fonds entre une maison mère et sa filiale, et aussi le fait d'acquérir 10% d'un capital social. Ce seuil de 10% a été mis en place parce que tout simplement on s'est rendu compte qu'il y a une différence entre investissement de portefeuille et investissement direct. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas vraiment possible de savoir lorsqu'il y a un investissement qui est fait dans une société, si c'est juste pour un investissement de portefeuille, si c'est juste, on va dire, pour diversifier ses investissements, ou s'il y a un intérêt d'investissement, comme vous avez appris la définition pour ceux qui ont fait de l'économie. Donc, le FMI a décidé de mettre ce seuil-là de 10%, et donc tous les investissements qui sont faits dans une société inférieurs à 10% ne sont pas comptabilisés dans les IDE. Tous les investissements qui sont faits au-delà de 10% sont comptabilisés dans les IDE. Donc les tendances aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, globalement les IDE ont bondi dans les pays, dans des continents comme l'Europe, les États-Unis, de 84%. Dans les économies un peu moins développées, on observe que c'est l'Asie qui tire en fait surtout. Sinon, que ce soit l'Afrique, les Caraïbes, l'Amérique latine, d'une façon générale, les derniers chiffres qui ont été publiés par la CNUSED, en fait, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, on observe une baisse en fait de la dernière période, c'est-à-dire en 2015. Donc l'Afrique, notamment, malheureusement, sur cette période-là, a représenté l'une des régions les moins attrayantes. Et donc, je vous ai fait un graphique de la répartition des IDE en 2015. Donc l'Asie 31,4%, l'Amérique du Nord 24,9%, l'Europe 29%, et l'Afrique n'a représenté que 3,1%, donc ce qui représente une baisse par rapport à la période passée qui était 2014 forcément. Donc il y a deux tendances sur le continent, vous l'avez dit aussi, l'Afrique du Nord tire, on va dire, les chiffres du continent, plus 9%, donc des investissements directs à l'étranger qui s'évaluent à 12,6 milliards de dollars. C'est surtout l'Égypte, justement, qui tire le continent, qui tire cette partie du continent. La Libye aussi, également. Et en Afrique subsaharienne, par contre, donc tous les pays en dessous du Sahara, on observe une baisse générale de 11%. Donc les raisons à cette baisse, donc faiblesse des prix, dépréciation de la monnaie, risque géopolitique, tu as insisté lourdement sur les élections notamment. J'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs, mais c'est tellement vrai. Donc j'ai fait des focus par zone. En Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest enregistre une baisse de 18% des IDE, donc à 9,9 milliards. L'explication, c'est forcément le pays qui se tire le rôle de première économie du continent avec l'Afrique du Sud, donc le Nigeria, qui a observé une baisse, un effondrement des investissements dans la zone. Néanmoins, pour le Nigeria, dans cette zone, pour le Nigeria, pour le Ghana, les investissements sont encore au-delà de 3 milliards de dollars. Pour d'autres pays qui sont le Libéria, la Sierra Leone, le Niger, les investissements directs à l'étranger sont répartis entre 0,5 et 0,9 milliards. Et pour tous les autres pays de la région, ils attirent encore moins de 500 millions de dollars d'IDE. En Afrique centrale, l'Afrique centrale, on a observé une grosse baisse en fait au Congo-Brazzaville surtout, donc qui jouit quand même d'1,48 milliard de dollars d'IDE. La tendance générale, c'est que même s'il y a une baisse plus importante qui est observée par rapport à l'Afrique de l'Ouest, les pays d'Afrique centrale reçoivent quand même entre 0,5, pour la plupart entre 0,5 et 0,9 milliards de dollars d'IDE, donc c'est plutôt bien, on va dire, comparativement aux pays d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Nord, je vous l'ai déjà dit, l'Égypte en l'occurrence porte cette zone, la Libye, on va dire au final il n'y a que l'Algérie qui a observé une baisse énorme en fait des IDE sur son territoire, notamment en raison du prix des matières premières. Alors, donc pour les autres zones, le constat est plutôt reluisant. Donc les meilleures performances finalement du continent, l'Angola, vous l'avez aussi dit. Il y a l'Angola, il y a l'Égypte, le Mozambique, le Ghana, le Maroc et le Nigeria.
Alors, les principaux investisseurs sur le continent, on a le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, la Chine aussi. Vous avez parlé du fait que les Chinois investissent aujourd'hui massivement sur le continent, et c'est vrai. L'Afrique du Sud, qui est, on va dire, le seul pays du continent qui investit dans d'autres pays, qui investit le plus, et l'Inde également. Alors, les principaux défis, vous les avez évoqués, je ne vais pas m'attarder. Je vais arriver rapidement à un focus que j'ai fait sur la Côte d'Ivoire, parce que non seulement c'est un pays que nous maîtrisons de par notre présence sur le terrain, mais c'est aussi un pays qui a un très fort potentiel. Aujourd'hui, à Abidjan, on voit que c'est un pays qui attire de plus en plus, notamment dans la ville d'Abidjan. On voit que de plus en plus d'investissements se font. On a des entreprises comme Carrefour, on a de nombreux groupes hôteliers qui viennent s'installer sur le territoire. Et la Côte d'Ivoire représente aujourd'hui une zone non négligeable, enfin, on va dire, pour les investissements à l'étranger. Et donc j'ai voulu faire un focus. On a observé un changement. C'est vrai que sur la période d'avant, on a observé que les entreprises marocaines investissaient beaucoup dans le pays. C'était d'ailleurs jusque-là les entreprises qui investissaient le plus dans le pays. Mais voilà, aujourd'hui, le pays attire tout un tas d'investisseurs. Et il y a une raison à cela. C'est qu'au sortir de la crise, le gouvernement a décidé de mettre en place un guichet unique, de faciliter, on va dire, finalement la création d'entreprises, parce que c'est quelque chose de très important. Ça a été notre cas aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, on crée une entreprise en 24 heures. Ça n'a l'air de rien pour vous, mais c'est totalement révolutionnaire. Ça a été notre cas lorsqu'on a créé le cabinet. Mais c'est le cas de tout un tas d'autres entreprises qui sont venues. Le gouvernement s'est rendu compte qu'il fallait alléger, il fallait simplifier et, on va dire, faciliter la création d'entreprises, que ce soit des entreprises étrangères, mais aussi des entreprises sur le territoire. On a créé un guichet unique où, on va dire, finalement, toutes les opérations se font dans un même lieu. En fait, on facilite la création d'entreprises. Ça a été le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres exemples sur le continent qui sont intéressants. Vous avez parlé du Kenya, le Kenya qui est aujourd'hui l'une des satisfactions, une success story, on va dire. On appelle le Kenya aujourd'hui Nairobi, la Silicon Valley africaine, ce n'est pas pour rien. On a des pays comme l'Éthiopie qui ont décidé d'attirer, notamment se spécialiser dans la sous-traitance, dans le textile notamment. Donc l'Éthiopie s'est positionnée là aussi parce que c'était une décision du gouvernement d'attirer par le fait que la main-d'œuvre est moins élevée aujourd'hui qu'en Asie, parce que forcément tout le monde est parti en Asie, le prix de la main-d'œuvre a augmenté, donc l'Éthiopie s'est positionnée. Et voilà, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui se spécialisent, qui s'attellent à attirer le maximum d'investissements sur leur territoire. On a parlé des limites forcément politiques, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui sur le continent africain, pour la plus grande joie de tous les enfants du continent. Merci. Là, on va commencer aux questions-réponses. Il y aura une interaction entre le public et M. Traoré. Je vais vous donner un micro et vous allez pouvoir poser vos questions à M. Traoré. Des questions dans le public ou pas? Si vous n'avez pas des questions, j'aurai des questions pour vous. Il y a une question enfant. Bonjour. Bonjour. Moi j'avais juste une petite question. Ça a été abordé un petit peu. On disait que la chute des I2 est aussi un petit peu liée à la chute des matières premières, et notamment du pétrole. Donc vous avez bien exposé, on voit que l'Afrique centrale est encore plus touchée, et notamment parce qu'ils produisent encore plus de pétrole. Comment est-ce que vous voyez un petit peu l'avenir, sachant que la tendance n'est pas forcément à l'inversion, mais plutôt à stagner à ce niveau-là, quoi. Donc au niveau des matières premières, et c'est ce que certains gouvernements ont compris. Moi, quand j'étais petit, à la télévision nationale, il y avait une phrase qui tournait en boucle, en fait, dès que la télé s'allumait, c'était « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture », en l'occurrence. Ce qui est vrai, en l'occurrence, beaucoup d'économies africaines aujourd'hui sont
sont focalisés sur les matières premières. Mais on a compris, je prends l'exemple de pays qui sont premiers producteurs de cacao, comme de pays qui sont forts producteurs, qui ont de fortes réserves en gaz ou en pétrole. On a compris que premièrement, ça passait par la diversification de l'économie et surtout par l'industrialisation. Je pense que les pays africains ont compris qu'on ne pourra plus s'en sortir si tout simplement la seule chose qu'on fait aujourd'hui, c'est de vendre des matières premières qui sont transformées ailleurs et qui nous sont revendues encore plus cher. Je pense que le succès des économies africaines aujourd'hui passe de façon indispensable par la création d'usines en fait sur le terrain, par la diversification des sources de revenus dans le pays et aussi par le fait que voilà, on va réussir à transformer tout sur notre territoire. On va réussir à transformer le coton, on va réussir à transformer les BA, on va réussir à transformer le café, le cacao et toutes sortes de matières premières qui vont ensuite être revendues avec une valeur ajoutée. Donc je ne sais pas si je réponds parfaitement à ta question. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. On peut échanger, ouais. Pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est vrai que la diversification importante, c'est une volonté qui est affichée par les gouvernements et tout ça. Mais bon, dans les faits, un petit peu, c'est l'argent quand même des matières premières qui permet cette diversification. Et bon, on peut prendre des exemples, par exemple au Tchad, où le gouvernement Déby avait la volonté de s'appuyer sur les ressources pétrolières pour développer son pays, sauf qu'avec la chute qui a surpris un petit peu tout le monde, parce que même si c'était prévisible à annoncer, on ne savait jamais vraiment à quel moment ça allait arriver. Et du coup, le Tchad là, se retrouve un petit peu bloqué avec plus de fonds, avec tous les chantiers qui sont à l'arrêt, que ce soit sur des projets industriels ou sur des projets juste d'infrastructure. Donc après, c'est vrai que bon, on voit comme par exemple le Gabon a essayé aussi un petit peu plus de se développer, mais le Gabon est touché un petit peu de la même manière aussi aujourd'hui. Donc en fait, est-ce que vous pensez que les IDE peuvent venir directement sur des structures, enfin sur des projets par exemple industriels non liés aux matières premières, liés par exemple à l'agriculture, sans pouvoir s'appuyer sur les fonds aussi du gouvernement et des États? Les fonds du gouvernement, les fonds de l'État, les fonds... Tu voulais répondre? Vas-y. Vas-y. On peut échanger comme ça sans micro, je pense qu'on va s'entendre. Tu peux te lever et parler. Vous m'entendez tous ou pas? Merci. En fait, je vais prendre l'exemple, il a parlé du développement des idées dans les pays africains et il a parlé de l'industrialisation. Je vais prendre deux exemples simples, c'est les zones franches en Éthiopie et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le gouvernement éthiopien a fait pour le textile? Ils ont ouvert d'énormes hectares et ils ont dit aux industriels chinois, venez installer vos usines, vous ne payez pas d'impôts sur 10-15 ans et vous développez vos industries ici. C'est exactement ça, ils n'ont pas eu besoin de prendre des sous du thé parce que c'est un très gros producteur de thé et de café aussi, mais ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils sont allés s'adresser directement aux industriels. C'est la même chose qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ils sont en train de créer, je crois c'est un grand bassin, oui, une énorme zone franche de la biotech qu'ils sont en train de vouloir développer. Au Cameroun, ils sont dans la même réflexion. Donc il y a beaucoup de pays africains qui aujourd'hui ont compris vraiment la question de l'industrialisation et qui sont vraiment en train d'aborder sur une façon très pragmatique. Ils comprennent la nécessité d'aller au-delà des matières premières parce que, comme je l'expliquais, les cours sont très volatiles. Aujourd'hui, on est riche, demain, on peut être pauvre. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une autre dynamique qui est en train de s'enclencher sur le continent qui va au-delà des matières premières. C'est vrai que c'est des exemples qui sont encore très peu, c'est en plein pilote, mais ça promet en tout cas. Une autre question? J'aimerais attirer votre attention concernant donc, surtout les problématiques environnementales, puisque l'Afrique est très touchée par le réchauffement climatique et par toutes les questions environnementales. On voit avec la question de la COP22 qui se passe actuellement qu'il y a des très très graves problèmes en Afrique, notamment avec la pollution et surtout, on peut dire vraiment que l'Afrique, avec l'Asie, est la poubelle du monde, avec le recyclement on sait, des nouvelles technologies, etc. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que les acteurs économiques africains proposent pour concilier ces problématiques environnementales avec le développement économique? Je précise que je ne suis pas politique, mais je vais essayer de répondre à ta question. Ce qui est en train de se développer aujourd'hui en Afrique, à l'insu de tout le monde, c'est qu'on est en train de développer des filières d'énergie renouvelable.
Il y a de grandes fermes solaires qui ont été créées en Afrique du Nord, qui viennent d'être ouvertes au Sénégal. Et parce qu'aujourd'hui, le taux d'ensoleillement, c'est totalement logique, je suis d'accord avec vous, c'est totalement logique aujourd'hui, quand on voit le taux d'ensoleillement du continent, de s'orienter vers ce genre de technologie. Ça a un coût, le coût notamment du stockage de l'énergie. Malheureusement, on travaille dessus, il travaille sur le sujet. Il travaille sur le sujet. Je pense qu'effectivement que chacun va à son rythme. C'est vrai que pour la plupart des populations, des gouvernements, le problème du réchauffement climatique, le problème on va dire de l'économie verte n'est pas encore au même stade que dans les pays développés. Et ça se comprend aussi parce qu'il y a d'autres problématiques à régler. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne se travaille pas. On travaille les énergies renouvelables, notamment je parlais de l'énergie solaire, parce qu'on se rend bien compte qu'il faut électrifier, que c'est la première source. Mais je ne sais pas si quand ils s'orientent vers ce genre de choses, c'est juste parce qu'ils se disent que la planète se réchauffe et qu'il faut faire quelque chose, quoi. Malheureusement, la pollution, vous parlez de poubelles, que ce soit les véhicules anciens qui sont amenés sur le territoire africain et tout, malheureusement c'est une réalité, mais c'est une réalité qui répond aux besoins au niveau de vie des populations, malheureusement. Pour une autre question, Tania. Bonjour, alors moi ma question c'est par rapport un peu à la concurrence de la Chine en Afrique. Donc vous avez parlé de la Chine, mais moi j'aimerais en savoir plus sur le Japon par rapport à son implication par exemple dans l'éducation au Sénégal, dans l'éducation, dans la formation, dans l'industrie, mais aussi par rapport au Kenya et donc aux conférences que le Japon mène pour avoir un peu une place en Afrique. Donc j'aimerais savoir comment est votre avis. Il s'agit de deux pays totalement différents, effectivement, qui ont des spécialisations aussi différentes. Parler de concurrence des Chinois. Les Chinois arrivent en concurrence directement avec on va dire, les partenaires historiques du continent, avec notamment la France, dans des contrats de mise en place de la fibre optique, de construction de ponts, etc. Les Chinois sont arrivés, je vais essayer d'être totalement objectif et neutre, ils sont arrivés sur le continent avec la promesse, en tout cas auprès de nos différents gouvernements, de faire les choses de façon moins chère, de façon plus rapide, avec la qualité. On verra bien avec le temps, je ne sais pas en fait, en l'occurrence. Mais voilà la promesse, malheureusement, effectivement, ça a été dit, les Chinois sont très neutres en fait, voilà. Ils ne se mêlent pas de la politique, donc quand ils arrivent sur un territoire, malheureusement, ils arrivent aussi avec leurs travailleurs, donc ça ne crée pas forcément de l'emploi dans tous les domaines, mais voilà. Le Japon a des spécialisations différentes. En fait, quand le Japon, dans certains pays, quand le Japon arrive, c'est parce que ce pays qui s'est spécialisé en électronique et dans différents domaines notamment, essaie de faire du transfert de compétences. Et chacun arrive en fait avec des idées différentes, avec des partenariats différents. Et je ne sais pas exactement, tu as parlé de l'exemple du Japon au Sénégal, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place avec les autorités là-bas, mais voilà, en fait, l'idée aussi, c'est que pendant très longtemps sur le continent, on partait avec des partenaires historiques, des partenaires qui avaient la même nature, qui avaient la même identité et qui avaient, on va dire, tous les contrats, notamment dans la construction, dans le transport. Aujourd'hui, les États ont compris que aussi pour faire baisser les coûts, etc., il fallait aller chercher d'autres types de partenaires. D'autres types de partenaires et d'autres types de partenariats, notamment le transfert de compétences. On n'en parle pas assez, mais je pense que ce n'est pas normal qu'une entreprise soit installée sur un terrain, sur un territoire depuis 10 ans et que les populations locales, que les travailleurs locaux ne sachent pas, n'aient pas eu un transfert de compétences, ne puissent pas, si jamais il se trouve que l'usine ferme, ne puissent pas continuer de faire tourner l'usine. Il y a beaucoup de pays qui se sont mis. Même l'Iran, en fait, avec les usines Peugeot, lorsque Peugeot a décidé de quitter, ils ont continué de faire tourner, ils ont continué de fabriquer les 206, tout simplement parce qu'ils avaient acquis la compétence. Je pense que l'une des clés sur notre continent, et bonjour Monsieur Tabo Nipo, l'une des clés pour notre continent, justement, ça sera ce transfert de compétences, la mise en place de un transfert de compétences. Voilà. Oui.
beaucoup à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les pays africains ne pourraient plus simplement rester des pays exportateurs de matières premières, mais qu'ils pourraient passer à la phase suivante du développement, c'est-à-dire la transformation avec les industries. Et à cet égard, je voulais vous demander quelles industries vous pensez qu'il faut privilégier, en tout cas en priorité. Et une autre question un peu plus générale, pour nous les jeunes, enfin pour les vieux d'ailleurs aussi, les personnes plus âgées, dans quel domaine vous pensez que nous devrions investir et de quelle façon il faut investir en Afrique? Est-ce qu'il faut le faire en essayant de constituer un fonds? Est-ce qu'il faut rentrer et essayer d'ouvrir une entreprise, un petit maquis? Quels sont les conseils? Non mais c'est concret. J'aime beaucoup ta question parce que en début de semaine, je donnais cours dans un incubateur à destination d'Afrique. On accompagne beaucoup de startups africaines. Je pense que depuis le début de l'année, on a dû échanger avec plus d'une centaine de startups. On parle d'elles sur notre portail, mais on fait surtout de l'accompagnement de startups. Donc, en début de semaine, j'étais encore avec 12 startups, 12 porteurs de projets africains. Tout dépend en fait de ton idée de base d'entrepreneuriat. En fait, je ne pense pas que ce soit quelque chose à la carte forcément. Tu peux investir dans un maquis comme tu peux investir dans une ferme de poulets, comme tu peux investir dans du mobile money en fait. Tout dépend en fait de tes aptitudes à toi, de tes motivations. Moi en fait je pense que malheureusement le principal problème sur le terrain, parce que je l'ai vu, parce que j'accompagne ces startups là, elles ont un manque d'accompagnement en fait. Et pour ceux d'entre vous qui voulez porter, j'entends beaucoup de gens se plaindre du fait que les startups africaines aujourd'hui n'arrivent pas à lever assez de fonds comparativement aux startups étrangères, et c'est vrai sur le continent, mais on est à des années-lumière parfois en fait de la qualité, même dans des dossiers qui sont montés, je vois souvent passer des dossiers des business plans qui sont très mal ficelés et tout, etc. Et la confiance en fait d'un investisseur, c'est quelque chose de fondamental. Donc la clé aussi, le fait que tout le monde s'installe en Afrique, c'est pas pour rien en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de secteurs porteurs aujourd'hui. Et on va dire tout dépend de ton idée, tout dépend de tes motivations. L'investissement est en train de se mettre en place. On a des plateformes de crowdfunding qui sont en train de se mettre en place. C'est vrai que nous, on essaie de pousser dans le lobbying pour que des fonds africains, des Africains se mettent ensemble pour créer des fonds pour investir dans des startups africaines. Parce que c'est vrai qu'on attend aussi que la lumière vienne de l'extérieur, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire de notre côté. Donc voilà, il y a un formidable mouvement de l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique. On dit souvent, malheureusement, que nous, les pays africains d'Afrique francophone, on est un peu en retard sur les anglophones. C'est dû à une différence dans la mentalité aussi. C'est vrai que les anglophones sont très entrepreneurs, mais on est en train de rattraper ce retard et je suis totalement optimiste sur l'avenir. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui et je suis content en fait de voir que de jeunes Africains n'hésitent pas du tout en fait à entreprendre aujourd'hui. Comme je dis, dans différents types de secteurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Africa Rethink Awards. On a reçu une quarantaine de startups sur Paris là, il y a 3 semaines, je pense. Et en fait, c'est formidable de voir cette émulation, c'est formidable de voir tous ces porteurs de projets qui croient tellement que le succès de leur continent passera aussi par eux. Je pense que c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui est en train de changer par rapport à avant. Et je t'encourage, je pense que tu as peut-être la fibre entrepreneur si tu as posé cette question. Je t'encourage à ne pas hésiter. Il ne s'agit pas non plus d'aller se jeter comme ça sans avoir préparé ton coup, mais n'hésite pas en fait, n'hésite pas si tu as besoin d'accompagnement dans tous les cas. Il y a des structures qui sont là pour ça et il y a beaucoup de choses en tout cas à faire sur le continent. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est passionnant aussi. Et n'attendons pas que les autres voient le potentiel de notre continent et ils viennent se lancer alors que nous on ne fait rien, on est là les bras croisés parfois. Comme moi d'ailleurs. J'aurais une question en fait, pour rebondir un peu sur ce qu'il disait, c'est dans quoi est-ce qu'il faut investir en Afrique? Je pense qu'il faut investir dans tout, rien n'est fait, donc il y a pas mal de choses à faire. Mais sur la question, je dirais pas que rien n'est fait. Bon, on peut en débattre et je pense qu'on débat déjà tous les jours. Sur la question des IDE, au fait, j'ai vu la définition du FMI, mais elle ne me satisfait pas forcément. Pourquoi? Parce que quand on regarde par exemple les chiffres de transfert d'argent vers l'Afrique, on se rend compte que le remittance, le flux de transfert dépasse les investissements directs étrangers. Et ces flux-là ne sont pas toujours, contrairement à ce qu'on pense aussi,
ne sont pas toujours uniquement pour des besoins primaires. C'est pas toujours pour envoyer l'enfant à l'école, c'est pas toujours pour nourrir des gens. Donc est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas intégrer dans cette définition des IDE-là les gens, des gens de la diaspora comme lui qui souhaiteraient investir dans son pays? Est-ce que c'est son épargne qu'il mobiliserait en France pour investir? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est ivoirien. Sortir le mot maquis. Pas du tout, je suis togolais. Ah d'accord, ok. Mais j'aurais pu être Exactement. Investir par exemple en Afrique demain avec son épargne, est-ce que c'est pas aussi de l'investissement direct étranger? Ou alors de l'étranger en fonction de l'appellation et de la sémantique utilisée? Un investissement dans le privé, c'est le cas d'entreprise à entreprise. Un investissement direct étranger, c'est le cas d'une entreprise, une autre entreprise, ou bien la création d'une entreprise. C'est pas d'un particulier qui ramène des fonds dans le pays, dans son pays d'origine. Il y a une différence en fait. Après, effectivement, je comprends ce que tu veux dire, d'une redéfinition du terme d'IDE. C'est notre débat et... C'est de ça qu'il parle. C'est le sens de ta question et ça me permet en fait de rebondir. Combien d'entre vous ici connaissent le terme de cash to goods? Combien d'entre vous connaissent Afri Market? Ok. Il y a beaucoup de choses en fait qui se font notamment dans l'investissement, comme Landry le disait, dans l'investissement des Africains en fait sur leur territoire. Bon, c'est vrai qu'il y a un flux énorme d'argent en fait qui transite par les entreprises de transfert d'argent classiques, donc Western Union. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se développer sur le continent, c'est le cash to goods. Je fais un peu une digression, mais le cash to goods en fait, c'est que ce sont des entreprises en fait qui ont compris, ce sont des Africains en fait qui ont créé ça tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte aussi que quand ils transféraient de l'argent sur leur territoire à des femmes, tu as parlé pour des soins ou pour payer l'école et tout, etc. On se rendait bien compte, et peut-être que ça vous est arrivé à vous, que l'argent qui était transféré, qui était transféré n'était pas utilisé à de bonnes fins. Et que le petit cousin qui avait appelé la semaine d'avant pour dire qu'il était malade, à qui on a envoyé de l'argent, nous rappelle une semaine plus tard pour dire qu'il est toujours malade et il faut envoyer encore de l'argent. Et c'est quelque chose qui s'est développé sur le continent et ça s'appelle le cash to goods. Et c'est le fait d'envoyer de l'argent en fait, qui est récupéré en bon d'achat, qui est récupéré en soins pour des traitements et tout, etc. C'est quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est développé au Sénégal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui s'y sont lancées. Et ce n'est qu'un exemple en fait. Pour répondre vraiment à ta question, j'ai envie de dire, pour être pragmatique, le véritable investissement, enfin, la véritable solution, c'est d'adapter un peu comme les calculs des PIB finalement, d'adapter aux réalités de nos continents. Malheureusement, c'est quelque chose de standardisé qui répond aussi de façon comparativement à d'autres zones. Pour te répondre, il y a certaines banques centrales de certaines zones qui n'ont pas du tout les mêmes calculs que le FMI. Chacun, en fait, finalement, entre dans sa définition ce qu'il entend véritablement en fonction de son économie, en fonction de la réalité de son économie. Il y a une différence, bien sûr, entre la théorie du FMI et la réalité de chacune de nos économies, bien sûr. Sans compter la part de l'informel qui est totalement ignorée. Pour une autre question, c'est bon? Ah. Bonjour. Je voulais revenir sur un point. Bon, j'ai malheureusement pas pu écouter mes camarades faire leur exposé. Donc, vous avez brièvement parlé des partenaires historiques de notre continent, mais pas assez longtemps, en tout cas à mon goût, les investissements sud-sud. Donc, quelle est l'importance de l'évolution de ces investissements? Et vous avez parlé de l'Afrique du Sud, mais je sais qu'en tant que Marocain, le Maroc a investi énormément dans le domaine bancaire et agroalimentaire en Afrique subsaharienne, possédant des entreprises leaders dans le domaine dans cette zone, comme la Tijari Wafa Bank. Pensez-vous que d'autres pays africains qui ont des prétentions d'être des puissances régionales, ou tout du moins des puissances régionales en devenir, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Éthiopie ou encore le Kenya, vont suivre la tendance et que ces investissements sud-sud seront plus importants dans le futur? Effectivement, je ne sais pas à quel moment tu es venu, mais on a parlé du Maroc. Effectivement, je te redonne donc les chiffres. En 2015, le Maroc a représenté 29% dans l'investissement. Effectivement, là on est dans le cas de la Côte d'Ivoire.
J'ai parlé aussi effectivement du fait que les banques marocaines investissaient de façon massive en Afrique subsaharienne. Ça a un peu ralenti parce qu'on leur a conseillé de ralentir aussi, effectivement. L'Afrique du Sud, bien entendu, investit de façon massive aussi sur le continent. Normalement, avec le temps, l'Inde aussi, qui est comptée encore parmi les pays du Sud, avec le temps, il y aura beaucoup plus d'investissements qui viendra, bien sûr, des pays du Sud, parce que ce sont des économies qui se développent, parce que ce sont des entreprises africaines qui vont s'installer dans d'autres territoires, dans différents domaines, et avec le temps, ça va augmenter de plus en plus. Les Marocains investiront dans d'autres domaines, et d'autres pays africains iront investir, les Kenyans notamment, mais tout dépendra en fait finalement de chaque entreprise, le potentiel est là, le potentiel en tout cas est là, et la tendance, normalement en 2016, je n'ai pas donné les chiffres, mais normalement en 2016, on va repartir à la hausse après ce petit ralentissement qu'on a connu. Donc c'est censé augmenter en moyenne de 6%, donc entre 55 et 60 milliards de dollars. Je n'avais pas parlé des exemples, mais voilà, j'avais donné quelques exemples aussi de certaines industries dans certains domaines qui montaient beaucoup. On a parlé des secteurs porteurs. L'automobile, il y a beaucoup de projets aujourd'hui de Volkswagen, BMW en Afrique du Sud, de Honda au Nigeria, de Toyota au Kenya, etc. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de se faire et qui vont continuer de se faire, de nombreuses usines qui vont continuer de s'ouvrir dans le domaine pharmaceutique, etc. Donc 2016 notamment va marquer le redécollage des IDE vers l'Afrique, et après ce petit ralentissement de 2015. Je parlais plus des investissements des pays africains vers d'autres pays africains. Et je te dis que ça va continuer d'augmenter. Tu as d'autres chiffres, c'est ça? Je sais pas, comment le Nigeria gère est-ce qu'ils investissent dans les pays qui les entourent de manière... est-ce que ça augmente d'année en année? Je sais pas. Est-ce qu'ils suivent la même tendance que le Maroc à vouloir investir de plus en plus Il y a des singularités. Pour l'instant, en tout cas, tu as parlé de l'Afrique du Sud et du Maroc qui sont des singularités sur le continent. On a très peu de grosses entreprises. En Afrique du Sud, par exemple, effectivement, bon, on a MTN qui s'est installé un peu partout, le premier opérateur mobile sur le continent. On a parlé du domaine financier du Maroc, mais pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose de très restreint. C'est encore faible, en fait, si tu veux. Les investissements... C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait échangé sur la thématique du sujet aujourd'hui. C'était, on échangeait sur soit parler des idées entrants ou sortants, et on a pensé que c'était beaucoup plus pertinent de parler des idées entrants aujourd'hui sur le continent, même si peut-être que dans quelques années, on sera ici, dans ce même endroit, à parler des idées sortants, parce que les Africains investiront peut-être un peu plus ailleurs, mais pour l'instant, en fait, c'est très localisé. Bonjour. C'est juste une dernière question. Ouais, bonjour. J'ai une question pour vous. Et la question est de savoir, est-ce que selon vous, si je vous pose la question, est-ce que selon vous, les IDE, en gros, participent à un développement rapide de l'Afrique ou pas? Et en deuxième lieu, moi personnellement, je ne sais pas les autres, moi je pense que l'Afrique est un peu mal présentée, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. C'est l'Afrique qu'on nous montre à la télé, et les réalités qu'on voit ne sont pas les mêmes. Par exemple, le petit Européen, lui, il pense que l'Afrique, c'est le petit village. C'est le petit village là où tout le monde vit. C'est pas comme dans la jungle. Voilà. Pour certains, c'est ça. Hein. Parce qu'à la télé, on ne nous montre jamais la beauté de l'Afrique, les vrais points de l'Afrique. C'est toujours les mauvais côtés. Les bidonvilles, c'est ceux qu'on montre à la télé. On ne montre jamais les nouveautés de l'Afrique, les investissements vraiment de l'Afrique. Par exemple, des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, en Angola, par exemple, c'est des pays qui se développent, ils ont de belles pensées, de belles initiatives, mais on ne voit jamais ça. Donc, ça fait un peu mal. C'est la triste vérité. Je suis content que tu le dises, je pense qu'on partage tous ton avis. Je crois que le nom de l'association, c'est... Trust Africa. Je pense que tu as fait un peu d'anglais et que tu comprends que si on est là, c'est vraiment parce qu'on croit au développement du continent. Et ta première question, je vais te
te la redemander. Est-ce que tu penses que les investissements directs à l'étranger participent au développement de l'Afrique? Moi, je pense que ça participe ainsi que je peux. Je pense que c'est les chefs d'État qui doivent à eux-mêmes générer leur pays. C'est-à-dire que des investissements à l'étranger, ça ne permet pas vraiment un bon développement. Et c'est même mal géré. Je pense que c'est mal géré parce qu'il y a toujours un plus pour l'Afrique vis-à-vis des autres continents. Ça participe au développement de voir de nouvelles usines, à condition que effectivement les travailleurs soient africains. Ça participe au développement de voir la fibre optique qui est installée partout. Ça participe au développement, bien sûr. Après, bien sûr que les politiques ont un rôle à jouer, ne serait-ce que justement dans le fait de pouvoir faciliter les conditions d'investissement, dans le fait de permettre, alors que pour l'instant beaucoup de pays, à part le Kenya et d'autres, beaucoup de pays encore ne permettent pas à ce qu'une compagnie soit détenue à 100% par des étrangers. Ça participe forcément au développement. Après, effectivement, ça peut être mis avec d'autres choses pour développer de façon massive notre continent. En tout cas, je suis content de voir que tu m'as l'air très motivé, c'est une très bonne chose. J'espère justement que tu vas te faire l'ambassadeur de ton continent et que tu vas changer la vie des petits Européens comme tu les appelles. Juste avant de conclure, je vais vous passer Nicolas qui va faire une conclusion. C'est pas vraiment une conclusion, en fait, c'est plutôt par rapport à ma conclusion de tout à l'heure. Je voulais vous poser une question, du coup, comment vous voyez donc pas l'avenir du continent, mais plutôt l'avenir des investissements, donc des IDE, mais surtout américains, donc du coup par rapport à l'élection de Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de Trump, mais plutôt de la vision de Trump et des Afriques, non pas de l'Afrique, mais des Afriques. Comment va-t-il gérer? On reprochait à Barack Obama de se faire faiseur de leçons, de ne pas avoir assez été là pour son continent entre guillemets d'origine, n'avoir fait que d'Africa Power. Et donc du coup, est-ce que vous pensez que justement Trump est une bonne chose pour l'Afrique? Et est-ce qu'il aurait été mieux que ce soit Hillary ou Trump? Voilà, merci. Juste c'est une question comme ça. Tu veux répondre? Apparemment, il y a un article sur ta question. Effectivement. Non, la seule chose que j'ai à dire, je ne fais pas de politique. La seule chose que j'ai à dire, c'est vrai qu'on a tous, je pense, été un peu déçus de l'ancien président. Mais concernant Donald Trump, je vais te faire une réponse très politique. L'avenir seul nous dira. Merci. Et juste pour rajouter par rapport à ça, l'élection de Trump, c'est vrai que nous, de notre point de vue, on voit ça quand même vraiment avec beaucoup de scepticisme. Mais les réactions des chefs d'État africains ou des gens qui veulent se présenter aux élections, notamment je pense à Moïse Katumbi à RDC, prouvent que justement lui est content de voir que la démocratie fonctionne et que même quelqu'un qui est diabolisé par les 3/4 du monde arrive à être élu dans son pays par les urnes. Donc, on va vous présenter la deuxième thématique sur le franc CFA. Et afin d'illustrer cette partie, on va laisser donc les trois élèves ou nos camarades le présenter. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du franc CFA. Alors le franc CFA est une des monnaies principales d'Afrique. Créée en 1939, elle a su évoluer au fur et à mesure que ses pays membres ont accédé à leur indépendance. Ces États sont restés dans un ensemble monétaire homogène dont le cadre institutionnel a été rénové et structuré par un système d'échange commun. Leurs devises sont des contre-valeurs à parité fixe avec l'euro, dont la valeur est garantie par le Trésor public français. Aujourd'hui, il y a donc 14 pays du continent africain qui constituent ensemble la zone franc. Cette zone franc est divisée en deux parties. D'un côté, il y a la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, dont l'Institut d'émission est la Banque des États d'Afrique centrale et qui regroupe le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République du Congo et la République centrafricaine. Pour cette zone, les lettres CFA signifient Coopération financière africaine.
De l'autre côté se trouve l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, avec la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest comme institut d'émission, et le Bénin, le Togo, le Mali, le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso comme États membres. Dans cette zone, CFA signifie alors Communauté financière d'Afrique. Cependant, lors de son adoption le 26 décembre 1945, le franc CFA signifiait le franc des colonies françaises d'Afrique et était émis par la Caisse centrale de la France d'Outre-mer. En effet, la France voulait rétablir l'autorité monétaire française dans les territoires de la zone franc après la Seconde Guerre mondiale, et cela en instaurant une parité. Ainsi, dans tous les pays membres circulent des billets comportant des graphismes différents, mais qui ont une valeur respective fixe. Autrement dit, un franc CFA valait 2 centimes français à cette époque. De plus, une libre convertibilité était permise, permettant les échanges au sein de la zone franc. C'est pourquoi, en 1958, le franc CFA devient le franc de la Communauté française d'Afrique, ce qui permit la fusion de la CEMAC et de l'UEMOA en une seule zone monétaire commune. Mais en septembre 1993, la libre convertibilité est abolie et la distinction entre la CEMAC et l'UEMOA se rétablit pour ainsi former 2 zones monétaires juxtaposées où les échanges ne sont plus possibles. De plus, le franc CFA subit une dévaluation de 50% en 1994 et depuis l'arrimage du franc CFA à l'euro, il y a 17 ans, 1 euro vaut désormais maintenant environ 655 francs CFA. En 70 ans d'existence, cette monnaie a donc été au cœur de nombreux débats, dont celui de la réforme du franc CFA afin que les pays de la zone puissent en tirer le maximum de profit, ou encore celui de l'abandon même du franc CFA pour permettre la création d'une nouvelle monnaie et de rétablir la souveraineté étatique pour chaque État. Nous sommes donc réunis aujourd'hui afin de proposer d'éventuelles solutions à ces enjeux. Nous nous demanderons donc si le franc CFA ne priorise-t-il pas la stabilité des États au détriment de leur développement. Nous étudierons donc dans une première partie en quoi le franc CFA est un frein au développement du continent, avant de voir dans une seconde partie que cette monnaie est aussi un facteur de stabilité. Finalement, nous proposerons d'éventuelles solutions aux problèmes, dont la réforme du franc CFA. Je vais donc laisser la parole à ma collègue Megan. Alors, le franc CFA est tout d'abord un frein au développement. Et premièrement, on peut le voir parce que c'est une monnaie qui ne favorise pas le développement. Donc, on a constaté que le commerce intracommunautaire entre les pays de la zone franc CFA est faible. En effet, il tournerait autour de 20% entre les zones UEMOA et CEMAC, quand dans le même temps, il avoisine les 60% en zone euro. Or, le vrai fond du problème se trouve dans l'arrimage du franc CFA à l'euro. En effet, l'euro est une monnaie forte et les économies de l'UEMOA souffrent de compétitivité prix à l'export. Cela s'explique par le fait qu'une monnaie forte agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations rendant difficile l'obtention de l'équilibre de la balance commerciale. Dès lors, nous pouvons nous poser une question. Quel est l'intérêt d'avoir une monnaie commune si ce n'est pas pour en tirer profit entre les pays de la zone? Le franc CFA est considéré comme une monnaie des élites. En effet, elle profite largement à la classe moyenne urbaine et qui achète des produits importés et qui peut placer son argent en Europe. Cependant, le problème est que 75% de la population de la zone franc CFA est une population rurale qui a donc besoin d'une monnaie compétitive. Être lié à une monnaie internationale par une parité fixe intéresse principalement les investisseurs étrangers qui peuvent rapatrier leurs profits et les classes moyennes urbaines qui bénéficient d'importations à moindre coût. Par un exemple concret, c'est comme si on avait tranché en faveur des importateurs de champagne aux dépens des exportateurs de coton. Je laisse la parole à Marco. Donc, si on a vu que la monnaie du franc CFA ne favorise pas forcément le développement, en fait, moi, je vais plutôt insister sur le fait que ce sont les institutions qui ne se donnent pas vraiment les moyens d'engendrer ce développement. En effet, dû à un manque d'investissement, mais aussi du fait des caisses vides des banques centrales africaines, ceci n'encourage pas l'obtention des crédits.
Or, nous savons tous ici que les crédits sont source permettent l'investissement, qui, eux, créent des emplois et, a fortiori, créent du développement. Donc, en fait, l'idée, c'est pourquoi les réserves de change déposées au sein du Trésor public français par les pays de la zone ne sont-elles pas utilisées afin de promouvoir l'investissement, puisque ces banques centrafricaines pourraient avoir l'opportunité d'utiliser cet argent, chose qu'ils ne font pas forcément. Et du coup, ceci permettrait non seulement de structurer une offre, mais aussi de susciter la demande et de favoriser les activités productives. Mais il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est celui du coût du crédit, qui en effet dans la zone UEMOA, l'offre du crédit est très chère, en prenant en compte les taxes et charges rattachées à l'obtention d'un prêt, mais aussi le coût total du crédit supporté par un emprunteur de l'espace UEMOA. Tout ça varie en moyenne entre 10 à 15%, donc ce qui est très haut, et tout ça en fait ne favorise pas, excusez-moi, l'investissement, et donc ça met de nombreuses contraintes, et plus les contraintes sont nombreuses, moins les chances de voir la zone du franc CFA de se développer sont grandes. Donc en fait, l'idée ici, c'était de montrer que cette monnaie ne favorise pas le développement, et les institutions en fait ne favorisent pas non plus ce développement. Et maintenant, on va voir que il y a des partisans de la monnaie qui sont donc pour... Désolée, je suis vraiment désolée. Donc que cette monnaie est un facteur de stabilité. Donc, on peut dire, comme Margot l'a dit, que le franc CFA est une monnaie facteur de stabilité. Premièrement, grâce à la fixité du franc CFA, qui est un moteur de l'économie, parce qu'on constate que la stabilité du franc CFA lui a permis de résister aux évolutions du système monétaire international, à la décolonisation, à la mondialisation, à la dévaluation, à l'avènement de l'euro qui offrait l'opportunité de mutation profonde, et récemment aux différentes crises financières internationales. Cette stabilité a en théorie plusieurs conséquences positives pour l'économie de ces États membres. Déjà, premièrement, le maintien du franc CFA dans les 14 pays d'Afrique subsaharienne qui procure un atout principal, à savoir la sécurité économique. En effet, les pays de la zone franc CFA ne peuvent pas être victimes de fluctuations monétaires graves puisque le franc CFA est arrivé à l'euro et ne fluctue que très légèrement. En contre-exemple, nous avons le cas du Nigeria qui, depuis la chute du pétrole, a vu sa monnaie, le Naira, monnaie à taux fluctuant, dévaluée au gré des cours du pétrole. Aussi, théoriquement, ces pays voient leur dette publique maîtrisée, ce qui veut dire qu'elle doit toujours être inférieure à 70% du PIB du pays. Et en théorie, l'inflation qui équivaut à la hausse générale des prix est également limitée grâce à cette monnaie commune. Elle doit toujours être inférieure à 3% du PIB du pays. Je vais laisser la parole à Margot qui va vous parler de l'intégration régionale et internationale. Donc justement, si on a vu que la monnaie du franc CFA est donc un moteur pour l'économie, c'est aussi, elle est aussi à l'origine de l'intégration régionale et internationale. Donc en effet, si on institue un ensemble de règles communes, la zone franc CFA, c'est aussi un catalyseur de solidarité entre les pays. Cette solidarité, elle est vue comme une condition nécessaire et relativement suffisante pour optimiser la zone. Et par cette solidarité, en fait, il faut entendre l'aptitude d'un pays à supporter le coût de gestion d'un autre. Elle permet, en fait, donc cette solidarité permet aux pays en difficulté économique et financière d'être soutenus par leurs voisins de la zone. Donc, en exemple, pour illustrer cette solidarité, je vais prendre celui de la période 1985 à 1991, période au cours de laquelle tous les pays membres de la zone CFA, sauf le Congo,
rapidement. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon, en fait, avaient un solde commercial déficitaire. Et donc, plus récemment, il y a eu RCA et le Tchad qui ont connu une persistance de leur déficit commercial dont les conséquences ont pu être atténuées par le biais de cette même solidarité. Et en plus de ça, le franc CFA donc, confère aux pays qui l'ont adopté une crédibilité internationale, selon certains, du fait à son lien fort avec l'euro, qui serait un bénéfice lié à l'appartenance de la zone et qui est la rigueur en fait, et la discipline qui découlent des engagements institutionnels pris au niveau à un niveau supranational européen. Et donc durant la phase initiale de la mise en place du franc CFA, l'arrimage à l'euro a permis la hausse des recettes d'exportation et des flux de capitaux de plus de 30% et 100% respectivement au Cameroun, Côte d'Ivoire et Sénégal. Donc en fait, ces contestations, les contestations en fait, qui ont été énoncées dans une première partie, les contestations dont j'ai parlé là tout de suite, elles permettent de relativiser les critiques à l'égard justement du franc CFA et ça permettrait en fait de rassurer les investisseurs et de stimuler en théorie les IDE. Et donc s'il y a de nombreux freins qui existent et s'il y a de nombreux freins qui existent au développement à cause du franc CFA, il est nécessaire donc de consolider en fait les bases et les acquis de cette zone et en passant par une réforme. Et donc en fait c'est ce qu'on va voir maintenant, en fait, c'est qu'on proposerait une réforme du cadre institutionnel, mais dans ses principes de base. Si le cadre institutionnel du franc CFA est géré donc, en France, et enfin, pour tout ce qui est frapper la monnaie, etc., et en majorité par des cadres français, ce système change et est appelé à se réformer plus largement. Donc afin de remédier aux difficultés que rencontrent les économies africaines, une réforme du cadre institutionnel actuel de la zone franc semblerait nécessaire. Pourtant, ce système ne peut être réformé sans toucher en profondeur au principe de fonctionnement même du franc CFA. Donc, dans un premier temps, il semblerait important d'émanciper les banques centrales de la zone franc du Trésor public français. Et cette indépendance serait renforcée par des unions monétaires entre les pays de cette zone. Et ça permettrait une totale autonomie en fait quant à la gestion de leur monnaie. Mais ce nouveau cadre institutionnel donc, permettrait de conserver donc, les avantages et les acquis de la monnaie, à savoir une intégration monétaire renforcée et un retrait des autorités françaises de la gestion monétaire. Et donc ce retrait induirait le changement d'un autre élément non négligeable qui est le régime de change. Et il s'agirait donc d'aller vers un système de change plus flexible qui favoriserait un commerce intrazone permettant le développement de la zone franc. Et s'il est nécessaire de conserver ses acquis et de modifier profondément son cadre institutionnel, une réforme concrète, en fait, sans prendre en compte les défis structurels de cette zone, ne permettrait pas de mettre en valeur le potentiel de développement que peut engendrer une bonne gestion du franc CFA. Et donc c'est ce dont Mégane va vous parler. Alors, avant de mettre en place une réforme concrète, il faudrait que la zone franc CFA fasse face à des défis structurels, c'est-à-dire à tous les problèmes, tous les obstacles que rencontre actuellement la zone. Donc, ces défis devront être réglés sur le long terme afin de mettre en valeur les acquis et les avantages pour le développement de la région et ensuite de concrétiser la réforme du cadre institutionnel. Donc, premièrement, il faudrait que les pays aient une confiance totale dans le franc CFA, puisque nous pouvons noter que jusqu'à ce jour, la monnaie est plus ou moins dirigée dans sa totalité par l'État français. Et ensuite, ça permettrait d'une autre part à songer à avoir confiance totale en une autre forme de monnaie qui serait le symbole de la souveraineté nationale. Pour ce faire, il faudrait que les dirigeants africains fassent preuve de responsabilité et ouvrent le débat sur la gestion monétaire. Ensuite, on peut se focaliser sur les échanges,
En effet, cela paraîtrait d'autant plus indispensable que les importations africaines proviennent de moins en moins de l'Europe, c'est-à-dire d'échanges sud-nord, et que les échanges soient plus intra-zone franc, c'est-à-dire que les échanges soient sud-sud. Avec la faiblesse du commerce intra-régional dans la zone franc CFA, il serait important de favoriser une meilleure insertion à l'économie mondiale en allant au-delà des exportations des produits primaires vers le reste du monde. Cette insertion devrait se concrétiser par une intégration régionale, à l'exception de ce qui s'est produit dans les autres continents. Après vient le problème de la corruption, qui est relié avec l'importance d'une bonne gouvernance dans la majorité des pays de la zone franc CFA, car une bonne gouvernance, c'est le libre fonctionnement des marchés, la démocratie, mais également le contrôle de la corruption, qui est un problème constituant un véritable frein au décollage de l'économie des pays africains. N'oublions pas alors qu'il faudrait rajouter à la bonne gouvernance l'aspect des répartitions des ressources, c'est-à-dire qu'il faudrait que la répartition des ressources soit plus équitable, car nous observons une mauvaise répartition dans certains états de la richesse nationale, ce qui entraîne des fortes disparités au sein de la zone franc CFA. Enfin, l'aspect politique entre en ligne de compte, car l'une des faiblesses structurelles de la zone est l'instabilité politique. Donc il faudrait que les dirigeants africains se réunissent afin de trouver un consensus politique. Et donc, nous pouvons noter qu'il est impératif de mener des réformes concrètes en attendant un nouveau système de change. Pour finir, nous pouvons dire que le franc CFA porte davantage d'intérêt à la stabilité des États africains plutôt qu'à leur développement. En effet, le rattachement de cette monnaie à l'euro ne favorise pas un commerce intracommunautaire. De plus, les banques africaines ne mettent pas en place des mesures permettant le développement économique des pays de la zone, étant donné que celles-ci accordent peu de crédits aux États africains, freinant donc leur développement. Il faut tout de même dire que le franc CFA a permis une intégration régionale et internationale, grâce à sa fixité notamment, qui a eu beaucoup d'effets positifs pour les pays de la dite zone. Mais pourquoi donc se contenter uniquement de la stabilité alors que le développement est tout aussi important ? La monnaie devrait donc réformer ses principes de base en adoptant un nouveau cadre institutionnel et en élaborant un système de change plus flexible. Malheureusement, cela est impossible si l'Afrique ne résout pas d'abord les problèmes qu'elle rencontre sur son territoire, tels que la corruption très présente sur le territoire. Merci à tous. Maintenant, ce sera Monsieur Kako Nuboko qui va venir vous parler donc, de cette thématique très dense et très complexe. Vous pouvez vous installer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour déjà pour Trust Afrique, pour Trust Africa, pour Viveri et pour l'exposé que nous venons de suivre. Je crois que tout y est. Simplement, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de réorganiser un certain nombre de choses qui ont été dites pour faciliter nos discussions. Et donc je crois que on peut peut-être repartir des faits stylisés, et comme nous sommes dans un cadre universitaire, revenir peut-être sur les fondements théoriques aussi, les éléments empiriques, et puis bien entendu voir les perspectives. Bon, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a 4 faits stylisés qui définissent la zone franc. Le premier, vous en avez parlé, c'est la faiblesse des échanges intracommunautaires. On est entre 10 et 15%. Dans la zone euro, comme vous l'avez dit, on est autour de 60%. Ça veut dire qu'en soi, il n'y a pas de raison de partager la même monnaie. Parce que
Vous savez, dans un des attributs de la monnaie, c'est d'être un intermédiaire des échanges. Et donc, le fait de ne pas échanger entre nous réduit l'intérêt de partager la même monnaie. Mais ça, c'est aussi parce que nous restons dans une structure primaire de nos économies. Nous exportons la matière première et comme nous exportons tous les mêmes matières premières, on est quand même dans des structures de substituts plus que de complémentarité. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête s'agissant des économies subsahariennes, c'est qu'elles sont plus substituables que complémentaires du fait de l'insertion primaire au sein du commerce international. Le deuxième fait stylisé, vous en avez également parlé, c'est la faible compétitivité à l'export. Et là, effectivement, la fixité du change entre le CFA et l'euro fait que quand l'euro s'apprécie vis-à-vis du dollar, de fait, c'est le CFA qui s'apprécie vis-à-vis du dollar. Et comme le dollar, c'est la monnaie du commerce international, lorsque nous exportons, comme nos intrants sont libellés en euros, CFA, et que nous exportons en dollars, la marge bénéficiaire des exportateurs se réduit, d'autant, disons, à due proportion de la faiblesse du dollar par rapport à l'euro. Donc quand l'euro baisse par rapport au dollar, c'est bien pour nous, mais quand l'euro remonte par rapport au dollar, c'est pas bien pour nous. Et d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'on dit que le CFA ne fluctue pas, mais en fait, il fluctue, puisque l'euro fluctue vis-à-vis du dollar. Seulement, les fluctuations du CFA ne sont pas liées à la conjoncture au sein des économies CFA, mais elles sont liées à la conjoncture au sein de la zone euro. Et c'est ce qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que vous devez subir des fluctuations dont l'origine n'est pas liée aux chocs qui sont chez vous, mais des chocs au sein de la zone euro. Et donc, il n'y aurait pas de problème si on était sûr qu'on était toujours dans la même phase du cycle, les économies CFA et les économies de la zone euro. Puisqu'à ce moment-là, les fluctuations liées aux variations cycliques dans la zone euro pourraient se répliquer dans les mêmes proportions au sein de la zone CFA. Or, nous n'avons pas les mêmes structures productives. La structure productive en zone CFA, c'est quand même l'agriculture, à 80% quasiment. Okay. Et alors que dans la zone euro, c'est une structure plutôt industrielle et de services. Et même au sein de la zone euro, vous voyez bien qu'il y a deux zones. Il y a le nord, qui est très industrialisé, et le sud, qui a plutôt une structure autour des services, ce qu'on appelle les biens non échangeables. Okay. Quand vous comparez la Grèce et l'Allemagne, vous voyez tout de suite que même avec la même monnaie, on a des structures de production qui sont quand même très différentes. Donc, et c'est le deuxième fait stylisé, c'est ce que je remarque, c'est cette absence de connexion entre la force de la monnaie, la puissance de la monnaie, CFA, qui est rattachée à l'euro, et la faiblesse de l'économie réelle, qui reste très primaire. Nous avons, nous les économistes, les moyens d'évaluer exactement, c'est ce que nous appelons le degré de mésalignement. Okay? Nous calculons ce que doit être le bon taux de change pour une économie. C'est ce que nous appelons le taux de change d'équilibre de long terme. Okay. Donc nous savons quel doit être le bon taux de change d'une économie et nous comparons ça avec le taux de change réel, qui est simplement le rapport du taux de change nominal sur le rapport des prix, les prix domestiques sur les prix étrangers. Et en général, quand les prix domestiques augmentent, on baisse en compétitivité. Donc, quand c'est cet écart entre le taux de change d'équilibre de long terme et le taux de change réel que nous appelons le degré de mésalignement d'une monnaie.
Et donc nous savons au jour le jour quand le CFA est surévalué, quand le franc CFA est sous-évalué et quand le franc CFA n'est ni surévalué ni sous-évalué. On pourrait revenir dans les discussions. Troisième fait stylisé, vous en avez également parlé, c'est le rationnement du crédit en zone CFA. C'est-à-dire que quand nous prenons une mesure du degré de liquidité, ce que nous appelons le ratio crédit sur PIB, il est de 20 à 23% en zone franc, alors que pour une zone comme la zone euro, ce ratio est de 100%. Aux États-Unis, il est de 300%. En Afrique du Sud, il est de 155%. Ça veut dire que les économies CFA sont des économies qui ne sont pas financées. En fait, c'est quasiment des économies de troc. Et ce que je dis souvent, c'est que quand vous sortez des capitales africaines, quand vous allez dans le monde rural, vous n'avez plus d'espèces en fait. Quand vous amenez un billet de 10 000 francs CFA, vous ne pouvez pas avoir la monnaie. Okay? Donc la transaction ne va pas se faire, ou alors on vous donne le bien. Okay? Mais vous avez l'impression d'être dans des économies sans monnaie. Dès que vous sortez des capitales africaines. Et donc ce problème du rationnement du crédit, je crois que c'est peut-être le problème le plus important par rapport au discours sur l'émergence de l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas d'émergence sans financement des économies. Or, et vous l'avez bien dit, vous avez un problème d'accès au crédit et un problème de coût du crédit. À l'heure où je vous parle, c'est quasiment impossible d'avoir des taux d'intérêt inférieurs à 10% si vous voulez contracter un emprunt dans les économies de la zone franc. Okay. Aujourd'hui, nous empruntons à 1% en France. Et donc, quand en plus ce sont des zones, et c'est le quatrième fait stylisé, de faible inflation, les gouverneurs des banques centrales applaudissent des deux mains en disant qu'il y a la stabilité monétaire parce que ce sont des zones de faible inflation. N'oubliez pas que quand vous avez un taux d'inflation très bas, ça veut dire que vos taux d'intérêt réels, toutes choses égales par ailleurs, vont être très élevés. Le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation. Donc quand vous avez des taux d'inflation de 1%, le fait d'avoir des taux d'intérêt nominaux de 14%, ça fait que vous avez des taux d'intérêt réels de 13%. Or, quand vous empruntez à 13% dans une économie qui a un rythme de croissance de 5%, ça veut dire qu'en moyenne, les gens ne pourront pas rembourser les emprunts. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un taux d'intérêt, pour juger son caractère correct ou pas, il faut le comparer au taux de croissance de l'économie, c'est-à-dire le taux de création de richesse. Parce que c'est ça le taux de croissance. Okay? C'est le rythme auquel vous créez la richesse. Donc si vous créez la richesse à un taux de 5%, mais que vous empruntez pour créer cette richesse à un taux de 13 ou 14%, ça veut dire qu'en moyenne, vous ne pouvez pas rembourser. C'est-à-dire que le taux interne de rentabilité de vos projets sera beaucoup plus faible que le taux d'intérêt. Et c'est pour ça que nous disons que c'est la préoccupation de stabilité au sein de la zone franc, c'est une illusion. Ce qu'il faut, c'est de la croissance, mais une croissance saine. Et donc, vous voyez que ce quatrième fait stylisé, le fait que la Banque centrale n'ait aucune préoccupation de croissance, mais c'est seulement la préoccupation de lutte contre l'inflation, c'est quelque chose qui a des effets pervers et qui rejoint finalement le troisième fait stylisé qui rend compte du rationnement du crédit. Donc, sur la base de ces quatre faits stylisés, ce que nous pouvons tirer comme première conséquence, et c'est la deuxième partie de mon propos, c'est qu'au fond, nos banques centrales, à l'intérieur de la zone franc, ont opté pour un mouvement idéologique qu'on appelle le monétarisme. Okay. C'est l'idée, finalement, qu'il y a une dichotomie entre le secteur réel de l'économie et le secteur monétaire et financier. Okay. Et on peut aller plus loin en disant, en fait, c'est l'idée que la monnaie est neutre vis-à-vis du reste
de l'économie. La monnaie n'est demandée que pour les transactions qu'elle permet d'effectuer. Elle n'a pas d'incidence sur l'activité économique. Donc, et ça c'est important d'avoir cela en tête parce que ça structure le débat. Si vous êtes intimement convaincu que la monnaie ne doit pas avoir d'impact sur l'économie réelle, alors tout ce que fait la Banque Centrale Européenne, tout ce que fait la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque des États de l'Afrique centrale, trouve sa cohérence. C'est vraiment un débat de doctrine. Et donc, de ce point de vue, on est dans la logique de Milton Friedman qui dit la monnaie est une chose trop importante pour qu'on l'utilise pour essayer de financer la croissance. Il dit à long terme, on revient aux éléments structurels de l'économie, donc l'économie réelle. La monnaie, de ce point de vue, est une illusion. Mais si vous participez plutôt de la deuxième école, l'école keynésienne, qui dit que via le crédit, vous pouvez créer de la richesse et rembourser le crédit en fin de cycle, à ce moment-là, tout ce que fait la Banque Centrale Européenne, ce que fait la BCAO, ce que fait la BEAC, ce n'est pas optimal. Parce que de ce point de vue, vous pourriez créer de la croissance, vous pourriez créer des emplois, donc vous pourriez réduire la pauvreté en alimentant un système financier beaucoup plus dynamique fondé sur le crédit. Et c'est ce que disait l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt, les crédits d'aujourd'hui font la croissance de demain et les emplois d'après-demain. Et donc, c'est pour ça que je voulais mettre ce point-là, comme nous sommes dans un cadre universitaire, pour dire que tout ce que nous disons renvoie à des positions doctrinaires. Et il est intellectuellement honnête d'afficher ces positions doctrinaires. Et je crois qu'il faut connaître les théories, il faut connaître les doctrines, il faut lire, il faut voir où sont les nuances, où sont les zones grises. Et ça m'amène au troisième point de mon exposé, ce sont les éléments de type empirique. Parce qu'une fois que vous connaissez les théories, vous devez pouvoir les tester dans votre environnement. Et dans l'environnement subsaharien que j'observe, ce que dit la théorie monétariste a du mal à prendre. Pour une raison simple, c'est que les mécanismes de transmission des impulsions monétaires, nous n'arrivons pas à les maîtriser dans l'espace zone franc. Je vous donne un exemple. Une politique monétaire, comme elle s'effectue, la Banque centrale modifie ses taux d'intérêt directeurs. Donc si la Banque centrale estime qu'il y a trop d'inflation dans l'économie, donc elle veut réduire l'inflation, elle va augmenter ses taux d'intérêt directeurs. Les taux d'intérêt directeurs, c'est les taux auxquels les banques commerciales empruntent de la monnaie auprès de la Banque centrale. Donc quand la Banque centrale augmente ses taux directeurs, ça veut dire que le coût du crédit pour les banques commerciales auprès de la Banque centrale, que ces coûts augmentent en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une économie en guillemets normale? Ça veut dire que les banques commerciales elles-mêmes, lorsqu'elles vont prêter aux particuliers que nous sommes, vont répercuter la hausse des taux directeurs sur les taux débiteurs. Donc, ça va nous coûter plus cher d'emprunter. Et comme ça nous coûte plus cher d'emprunter, certains d'entre nous vont se décourager en disant nous ne pourrons pas rembourser. Et ce qui fait qu'il y aura moins d'activité dans l'économie, donc moins de demandes. Et comme il y a moins de demandes, toutes choses égales par ailleurs, les prix vont baisser puisque l'offre reste intacte. Et donc là, on réduit l'inflation. Donc vous allez suivre, on va dire, Madame Janet Yellen, gouverneure de la Banque centrale américaine, annonce qu'il y aura une restriction des conditions monétaires. Ça veut dire qu'il y aura une hausse des taux directeurs de la Banque centrale américaine. Parce qu'il y a un risque d'inflation dans l'économie américaine. A contrario, si on estime
qu'il n'y a pas suffisamment de croissance dans l'économie, on va faire l'inverse. Donc la Banque centrale va réduire ses taux d'intérêt directeurs. Ce qui fait que les banques commerciales vont emprunter auprès de la Banque centrale à un coût plus faible. Et donc vont nous prêter l'argent à un taux d'intérêt plus bas. Et donc ça va nous inciter à emprunter plus. Et donc à avoir plus de demandes et donc à avoir plus de croissance. Mais comme la demande augmente, toutes choses égales par ailleurs, les prix vont augmenter. Donc il y aura un peu d'inflation. C'est ce que nous appelons la courbe de Phillips. C'est qu'il y a un arbitrage entre inflation et croissance. Okay? Le coût à payer pour la croissance, c'est avoir un peu plus d'inflation. Mais chez nous, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que notre structure fait que les banques sont très liquides. Ce qui fait que quand la BCAO, la BEAC augmente ou diminue ses taux directeurs, les banques commerciales ne viennent pas au refinancement. Elles ne vont pas emprunter parce qu'elles ont beaucoup de liquidités. Parce que pour la plupart, ce sont des filiales de banques occidentales qui gèrent leur liquidité directement avec les maisons mères qui sont à Paris, Bruxelles ou Francfort. Okay. Donc les banques commerciales ne suivent pas vraiment les orientations de la Banque centrale. Nous, l'expression qu'on utilise, c'est que nos banques ne sont pas en banque. Elles sont hors banque. Elles sont hors banque centrale. Okay. Donc comme elles sont hors banque centrale, les signaux qu'envoie la Banque centrale ne sont pas forcément effectifs. Et du coup, deuxième chose qu'on a observée, c'est que même lorsque ces banques commerciales prêtent de l'argent, il n'y a pas forcément d'impact sur la croissance économique parce que nous importons massivement les biens et services. Nous ne les produisons pas sur place. Et donc, ce que nous appelons en général l'effet multiplicateur, il ne joue pas beaucoup. Parce que cet effet multiplicateur, il est d'autant plus faible que vous importez au lieu de produire sur place et donc de créer de l'activité sur place. Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'en termes d'évaluation d'impact des effets bénéfiques de la politique monétaire sur l'économie réelle en zone franc, nous avons beaucoup de difficultés. Et les études empiriques que nous avons menées sur les déterminants de l'inflation en zone franc montrent que le premier déterminant, c'est l'inflation au sein de la zone euro. Parce que comme nous importons beaucoup auprès de la zone euro, quand il y a une faible inflation dans la zone euro, ben ça rejaillit sur nous parce que nous importons les produits de la zone euro et nous mettons juste la marge bénéficiaire des importateurs. Donc le taux d'inflation en zone franc, c'est le taux d'inflation en zone euro plus la marge des importateurs avec un décalage de 6 mois environ. Le deuxième déterminant de l'inflation en zone franc, ce sont les chocs d'offres, les aléas climatiques ou le coût du pétrole, le prix du pétrole. Parce que nous sommes de grands importateurs de pétrole pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest et même pour l'Afrique centrale qui exporte le pétrole, elle est quand même importatrice de produits finis, produits à base de pétrole. Donc le prix du pétrole impacte l'inflation en zone franc. Vous avez les aléas climatiques. Quand il y a la sécheresse dans les villages, l'offre agricole diminue. Ce qui fait que vous avez la hausse des prix des biens alimentaires qui se traduit des villages petit à petit vers le milieu urbain. Et donc, la monnaie, le rôle de la monnaie dans l'inflation, chez nous, il est très faible. C'est vraiment l'inflation importée de la zone euro et les chocs d'offres qui font l'essentiel de l'inflation en zone franc. Or, toute la politique monétaire de la zone franc est fondée sur l'idée que l'inflation est d'origine monétaire. C'est ce que nous dit Milton Friedman. Okay. Et c'est vrai dans les pays développés à économie de marché. Mais chez nous, on observe que l'inflation n'est pas d'origine monétaire. Okay. Elle est plus liée au choc d'offres qu'à la monnaie. Donc, voilà pour les études empiriques. Et pour aller plus loin et permettre nos échanges,
cette inefficacité de la politique monétaire qu'on observe dans la zone franc, elle se double de symboles politiques qui sont, à mon avis, des questions qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et moi, je vous donne juste 3 exemples, on peut en rediscuter. Le premier exemple, c'est que nos billets de banque, nous ne les fabriquons pas nous-mêmes. Okay? Nos billets de banque sont fabriqués à Clermont-Ferrand et à Bordeaux. C'est 56 ans après les indépendances, c'est un peu gênant. En fait, vous pouvez vous dire que c'est des relations contractuelles normales, c'est vrai, mais pour ce que vous utilisez au quotidien dans vos transactions, c'est important quand même de savoir comment fabriquer ça. Donc même si vous livrez à de la sous-traitance, il est quand même bien de se dire, je sais fabriquer la monnaie que j'utilise. Deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est que le franc français n'existe plus depuis l'arrivée de l'euro. Et donc, même si ça peut paraître quelque chose de très accessoire, il n'y a pas de raison que nous gardions l'appellation franc. Okay. C'est, à mon avis, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Et puis, troisième chose qui, là, me paraît plus importante, c'est que nos banques centrales ne traitent pas avec la Banque centrale européenne, qui, normalement, est leur vis-à-vis. Mais elles traitent avec le ministère français des Finances. Je trouve que c'est problématique. Pourquoi? Parce que nos banques centrales ont réclamé leur indépendance vis-à-vis de nos États. Et donc la BCEAO en avril 2010 a obtenu son indépendance vis-à-vis des États de l'UEMOA. C'est-à-dire qu'aucun chef d'État, aucun ministre des Finances de la zone UEMOA ne peut donner d'instructions au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Mais alors on ne comprend pas pourquoi cette indépendance qu'elles ont tant réclamée vis-à-vis de nos chefs d'État, elles ne la réclament pas vis-à-vis de la France, puisque au lieu de traiter avec Francfort, donc la Banque centrale européenne, elle traite avec le Trésor français, donc le ministère français des Finances. Donc en termes de parallélisme des formes, c'est problématique. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le débat autour du compte d'opération, de la garantie des réserves et tout. Okay, je crois que la question fondamentale, en fait, c'est celle du parallélisme des formes, simplement. Le Nigeria, l'essentiel de ses réserves en livres sterling, mais elle traite avec la Banque d'Angleterre. Elle ne traite pas avec le Trésor britannique. Okay. On ne peut pas... Les réserves, par essence, vous ne les avez pas chez vous, puisque vous les utilisez pour régler le commerce international. Il faut qu'elles soient quelque part. Mais pour une banque centrale, moi, il me paraît très logique qu'elle soit auprès d'autres banques centrales. Pas auprès d'un ministère, donc du budget, en fait. C'est ça le truc. Donc, ce sont des symboles politiques qui, à mon avis, viennent obscurcir finalement le débat technique dont j'ai parlé tout à l'heure et sur lequel nous pourrions revenir. Donc, pour finir, nos perspectives, je crois que d'un point de vue technique, il faudrait une monnaie peut-être plus flexible. Parce qu'on se rend compte que la fixité du change empêche d'avoir des marges de manœuvre pour la politique monétaire lorsqu'on veut qu'elle soit plus expansionniste. Okay. Et là, nous rentrons dans ce qu'on appelle le triangle des incompatibilités de Mundell, qui nous dit simplement que quand vous êtes en taux de change fixe, avec une zone qui est plus forte que la vôtre, et que vous acceptez la liberté de circulation des capitaux, vous perdez l'autonomie de votre politique monétaire. Donc la politique monétaire que nous menons dans la zone franc, en fait, c'est la même politique monétaire que celle de la zone euro. Parce que nous avons cette fixité du change entre le CFA et l'euro. Okay. Donc pour sortir de ça,
vous devez sortir de la fixité du change. C'est pour ça que moi, personnellement, je plaide pour un CFA plus flexible, qui pourrait nous donner des marges de manœuvre pour financer nos économies. Mais à côté de la monnaie, parce que tout ne se résume pas à la monnaie, il faudrait plus de solidarité budgétaire, ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire. Donc, mobiliser des transferts pour financer les grands investissements structurants en matière d'énergie, de télécom, de transport, etc. Donc, avoir des gains liés à l'intégration régionale, c'est-à-dire sortir par le haut. Un CFA plus flexible, mais en face, un vrai fédéralisme budgétaire. Et je crois que sur cette base, nous pourrions aller plus loin. Et je termine en vous félicitant parce que vous avez soulevé les vrais problèmes. C'est que tout ça ne peut se faire qu'avec une bonne gouvernance, parce qu'on l'aura compris dans mon propos, il ne s'agit nullement de faire l'apologie de la mauvaise gestion. Okay? Mais il s'agit simplement de se dire qu'une politique rigoureuse n'est pas forcément une politique restrictive. Okay? C'est ce que le FMI n'a pas compris et qui nous a conduit à l'ajustement structurel. Okay? Vous pouvez être très rigoureux en n'étant pas restrictif. La rigueur, c'est dans la qualité de la gestion. Le caractère restrictif ou expansif, c'est votre vision. Okay? Ce n'est pas la même chose. Et donc, je crois que nous, avec mes collègues qui venons de produire un ouvrage sur le franc CFA, tout ce que nous avons voulu faire, c'est de dire que le débat ne doit pas être interdit. La science avance à coup de controverses. Nous sommes des intellectuels, nous avons le devoir de proposer des pistes pour améliorer la vie de nos concitoyens. Donc c'est simplement pour ça que cette question du CFA nous intéresse. Nous ne sommes pas des activistes, okay? Mais je pense que nous avons été formés pour éclairer nos populations et les aider à cette prospérité partagée. Merci.